Ce matin, j'ai signé leur arrêt. 4 signatures, 4 noms, 9 ans à ramper dans leurs chiffres et un seul email pour tout faire tomber. Rémi m'avait dit un jour « Tu as déjà de la chance d'être là, non ?» Il avait tort. J'ai trouvé ce qu'il m'avait demandé de chercher. Sauf qu'il ne savait pas que ça les concernait. Si toi aussi tu penses qu'on ne devrait jamais baisser les yeux devant ceux qui nous méprisent, écris en commentaire « Ils l'ont mérité ». Mets un like et abonne-toi à la chaîne. Et maintenant écoute bien, parce que c'est mon histoire du début à la fin. Tout a commencé il y a 6 mois, mais pour comprendre, il faut remonter plus loin. Bordeaux, été 2005. Le siège de Garonne Énergie sentait le béton frais et l'ambition pressée. Une PME devenue monstre en 3 ans, 50 employés quand je suis arrivé, 400 quand tout a basculé. On construisait des centrales thermiques, on signait des contrats de sous-traitance en cascade avec les filiales d'EDF, on auditait des sites Céveso classés entre 2 coupes de champagne. La transition écologique, à l'époque, c'était un mot qu'on mettait dans les rapports annuels pour rassurer Bruxelles. Derrière, les pipelines continuaient de pomper et les stock options de gonfler. J'étais auditrice interne, 9 ans de carrière dans ce groupe. J'avais accès à tous les livres de compte, tous les contrats fournisseurs, toutes les notes de frais. On m'avait embauché pour trouver les fraudes, dans les filiales, chez les sous-traitants, dans les notes de frais des commerciaux qui confondaient le restaurant d'affaires avec leur cantine personnelle. Je savais lire entre les lignes d'un contrat, repérer une facture gonflée en 3 secondes et retracer un flux financier à travers 12 sociétés écrans. J'étais irréprochable. Il le fallait. Quand on s'appelle Ariane Belkacem et qu'on a grandi à Senon, de l'autre côté de la Garonne, on n'a pas le droit à l'approximation. Chaque rapport sans faute, chaque audit bouclé dans les temps, chaque fraude démasquée, c'était ma réponse silencieuse au regard qui glissait sur mon prénom avant de remonter vers mes yeux, cherchant une confirmation. « Votre français est remarquable, Ariane. On me l'a dit 4 fois la première année, j'ai compté. » Le moment précis où j'ai compris que quelque chose clochait, c'était un mardi de juin. La chaleur de Bordeaux collait aux vitres de l'open space. Mon Blackberry a vibré sur le bureau. Un message de Rémi. « Passe me voir. » 3 mots, pas de point d'interrogation. Rémi Darcourt, directeur de division, membre du COMEX depuis 18 mois. Mon ancien allié. On avait commencé ensemble, Rémi et moi. Même bureau exigu au 3e étage, même sandwich avalé devant les tableurs, même soirée à refaire l'organigramme en râlant. Il était drôle, à l'époque, intelligent. Il comprenait les chiffres comme moi je comprenais les contrats. Puis il avait grimpé, pas par les résultats, par la politique interne. Il s'attribuait le travail des autres avec une élégance qui forçait presque le respect. Il avait compris que dans cette boîte en hypercroissance, où les process n'existaient pas et où le fondateur contrôlait tout depuis son bureau vitré, le pouvoir appartenait à celui qui murmurait le plus près de l'oreille du patron. Quand je suis entré dans son bureau, open space vitré avec vue sur les quais de la Garonne, 3 lieutenants serviles installés à portée de voix, il ne s'est pas levé. L'odeur de son eau de Cologne, habit rouge de Guerlain, saturait l'air climatisé. Il a posé son Blackberry sur la table, écran vers le bas, geste calculé. « Ariane, ton congé maternité s'est bien passé ?» J'étais revenu depuis 2 semaines, il le savait. On a réorganisé pendant ton absence. Ton bureau est au sous-sol maintenant, niveau -1. C'est provisoire. Le rictus de Patrick Morel, assis à sa droite, 57 ans, directeur des opérations, gardien du vieux monde, celui qui fumait encore dans les couloirs malgré d'interdiction. Ce rictus-là, je ne l'oublierai jamais. Un demi-sourire qui retroussait la lèvre supérieure, comme un chien qui montre les dents en reculant. Sébastien Laforge, 32 ans, le plus jeune directeur de l'histoire de Garonne Énergie, promu 6 mois plus tôt pour avoir présenté mon audit des filiales baltes comme le sien, tapotait nerveusement son stylo Mont-Blanc contre la table. Et Frédéric Masson, DRH, le visage lisse comme du papier glacé, ne disait rien. Frédéric ne disait jamais rien. C'était sa spécialité, le silence complice habillé en neutralité bienveillante. On a aussi revu tes accréditations. Tu n'as plus accès aux comptes consolidés ni aux contrats fournisseurs niveau A. Question de périmètre. Mon périmètre. Celui que j'avais construit pendant 9 ans. Retiré en 15 jours, pendant que j'allaitais ma fille. La chaleur me montait aux joues, pas la honte,
la rage. Cette rage qui part du ventre, qui serre la gorge, qui fait trembler les mains posées sur les cuisses, sous la table, là où personne ne les voit. L'odeur du cuir neuf des fauteuils de direction me donnait la nausée. J'ai regardé Rémi. J'ai cherché dans ses yeux une trace de celui qu'il avait été. J'ai trouvé un costume Hugo Boss et un regard vide. C'est là qu'il a prononcé la phrase. « Tu as déjà de la chance d'être là, non ?» dit avec un sourire. Comme une évidence, comme si ma présence dans cette pièce, dans cette entreprise, dans ce monde-là était un cadeau qu'on m'avait fait et que je devrais rembourser en silence jusqu'à la retraite. Et à l'intérieur, quelque chose s'est cristallisé, pas brisé, durci, comme du verre qu'on chauffe trop longtemps et qui devient blindé. Plus jamais. Tu m'entends, Ariane ? Plus jamais tu ne baisses les yeux, plus jamais tu ne serres les dents en souriant, plus jamais tu n'acceptes qu'on te dise que tu as de la chance d'exister. Tu n'as pas de la chance, tu as du talent, 9 ans de preuves et un accès qu'ils ont oublié de couper. Parce que Frédéric, dans sa précipitation bureaucratique, avait supprimé mes accès au serveur principal. Mais il avait oublié l'ancien système, le serveur d'archives, celui que tout le monde croyait décommissionné depuis la migration de 2003, celui où dormaient les contrats fondateurs, les premiers pactes d'actionnaires, les conventions signées à la création de Garonne Énergie. Et surtout, celui où transitaient encore, par un défaut d'architecture que personne n'avait corrigé, les copies automatiques de tous les emails du COMEX. Mon bureau au sous-sol sentait le néon surchauffé et la moquette humide. Pas de fenêtre, un écran cathodique qu'on avait dû exhumer d'un placard. Le message était clair. Pars. Démissionne. Disparaît. J'ai allumé l'écran. Et j'ai commencé à chercher. Ce que j'ai trouvé en premier, c'est un email. Un seul message, daté du 14 mars 2004, envoyé par Rémi à Patrick, copie Sébastien. Objet, refacturation Soltanche, ajustement Q1. Le corps du message tenait en 3 lignes. Patrick, on passe la surfacturation sur la filiale chypriote comme convenu. Frédéric gère le volet RH si quelqu'un pose des questions. Pas de traces papier. Signé d'un smiley. Un smiley jaune, pixelisé, grotesque. J'ai relu cet email 3 fois. La première, j'ai senti mon cœur accélérer. La deuxième, j'ai compris l'ampleur. La filiale chypriote, c'était la porte d'entrée d'un circuit de surfacturation qui irriguait 4 sociétés écrans entre Nicosie, Luxembourg et les îles anglo-normandes. La troisième fois, j'ai senti l'odeur du café tiède qui refroidissait à côté de mon clavier et j'ai su que je tenais quelque chose qui dépassait Garonne Énergie. En creusant, j'ai trouvé les contrats EDF surfacturés de 30%. Les audits environnementaux des sites Céveso maquillés pour passer les certifications ISO 14001. Les notes de frais de Patrick, dîner au chapon fin à 2000 €, relations clients, 4 fois par mois avec le même député de Gironde. Les stock options de Sébastien, attribués rétroactivement à un cours qui n'avait jamais existé. Et partout, comme un fil rouge, les emails de Rémi qui coordonnaient, ordonnaient, effaçaient. Les connexions politiques montaient haut, très haut. Le député en question siégeait à la commission des affaires économiques. Les contrats publics de Garonne Énergie passaient par son cabinet. C'était un scandale d'État en puissance, dormant dans un serveur que tout le monde avait oublié. La nuit, seul dans ce sous-sol, l'odeur de la moquette synthétique mêlée à celle de mon propre stress, cette sueur froide qui colle au col de chemise, j'ai compris que je ne pouvais pas porter ça seul. Mais je ne pouvais pas non plus faire confiance à quiconque dans cette entreprise. C'est alors que le souvenir m'est revenu, comme une gifle, 3 ans plus tôt. Nadia Kermiche, ingénieure qualité, 44 ans, mère de 2 enfants, la seule autre femme d'origine maghrébine dans l'encadrement. Elle avait refusé de signer un rapport d'audit environnemental falsifié sur le site de Blaye. Patrick l'avait convoquée. Je l'avais croisée dans le couloir en sortant, les yeux rouges, les mains qui tremblaient, son badge serré contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. « Ils vont me virer, Ariane. » Je n'avais rien dit, rien fait. J'avais regardé mes chaussures et j'avais murmuré quelque chose comme « ça va s'arranger ». 3 semaines plus tard, Nadia signait une rupture conventionnelle. Frédéric avait géré le dossier avec son sourire de papier glacé. Je l'avais regardé partir avec son carton et j'avais senti la honte me brûler la peau.
cette chaleur qui monte de la poitrine jusqu'aux oreilles, qui empourpre le visage et qu'aucune climatisation ne peut éteindre. Je me battais aujourd'hui aussi pour racheter ce silence. J'ai copié les fichiers sur 3 clés USB. J'ai imprimé les emails les plus compromettants sur l'imprimante du sous-sol. Personne ne vérifiait jamais les logs d'impression de cet étage. Et j'ai activé le dictaphone de mon BlackBerry. En France, l'enregistrement d'une conversation par l'un des participants est admissible en justice. J'ai appris ça dans un séminaire de droit social en 2002. Je n'aurais jamais pensé m'en servir. Les semaines suivantes, j'ai enregistré Rémi qui m'expliquait paternaliste que le sous-sol c'est temporaire, le temps que tu retrouves tes marques après ta petite pause. Patrick qui ricanait au téléphone avec Sébastien, elle va finir par comprendre et partir comme l'autre, la kermiche. Frédéric qui me recevait en entretien RH et notait sans ciller que mon attitude défensive était préoccupante pour l'ambiance de l'équipe. Puis les rumeurs ont commencé. Quelqu'un, je soupçonnais Sébastien, celui qui avait le plus à perdre si mes anciens audits étaient réexaminés, avait fait circuler dans l'open space que j'étais instable depuis l'accouchement, que je voyais des complots partout, que j'avais des problèmes personnels. Les couloirs se taisaient quand je passais, les regards glissaient. Même la machine à café du 4e étage, là où je montais parfois respirer, semblait se vider à mon approche. L'odeur du Nespresso tiède mêlée au silence. C'est ça, l'odeur de l'exclusion. Mais les rumeurs m'ont rendu un service inattendu. J'ai observé qui les relayait et qui se taisait, qui détournait le regard par gêne et qui souriait par complicité. En 2 semaines, j'avais cartographié les loyautés. 3 personnes sont venues me voir au sous-sol, séparément, en fin de journée, quand les caméras de l'open space ne captaient plus rien. 3 personnes qui m'ont dit, à leur façon, on sait, on a vu. Une comptable, un ingénieur de site, une assistante de direction. 3 témoins qui avaient gardé des copies de documents, par instinct de survie, sans savoir qu'ils serviraient un jour. Le dimanche qui a suivi, j'ai failli tout arrêter. Ma fille dormait dans son berceau. L'appartement sentait le lait tiède et la lavande du linge propre. Par la fenêtre, les toits de Bordeaux rougeoyaient sous le soleil de juillet et j'entendais les cloches de Saint-Michel au loin. Mon compagnon était sorti courir sur les quais. J'étais seul avec le dossier étalé sur la table de la cuisine, les clés USB, les impressions, les notes manuscrites, le dictaphone posé sur une pile de factures. J'ai regardé ma fille. 6 mois. Des cils impossibles, une main minuscule refermée sur le vide. J'ai pensé, si je continue, ils vont me détruire. Professionnellement, socialement, peut-être juridiquement. Ils ont les avocats, les connexions, l'argent. Moi, j'ai un sous-sol, un écran cathodique et 3 clés USB. J'ai pensé à Nadia, à son carton, à ses yeux rouges, et j'ai rouvert le dossier. Parce que ce n'était pas mon poste que je défendais, c'était 9 ans de travail méticuleux, des centaines d'audits, un système de contrôle interne que j'avais construit brique par brique. Mon ADN professionnel était dans les murs de cette entreprise. Chaque procédure, chaque grille d'analyse, chaque alerte que j'avais conçue, c'était moi. Et ils étaient en train de s'en servir pour couvrir exactement ce que j'avais créé pour détecter. Le lundi suivant, j'ai trouvé l'avocate, maître Clotilde Ferrand, 48 ans, cabinet solo rue Vital-Carle, spécialisée en droit du travail et discrimination. C'est la comptable, Sylvie, 53 ans, le genre de femme qui note tout dans un carnet à spirale et qui n'oublie rien, qui m'avait donné son nom. Elle a défendu une collègue chez Péchinet il y a 5 ans, même genre de dossier. Elle a gagné. Clotilde m'a reçu un mardi soir, après ses audiences. Son bureau sentait le papier ancien et le café réchauffé. Elle portait des lunettes rondes qui lui donnaient l'air d'une institutrice sévère, mais ses yeux, des yeux gris, perçants, qui ne sciaient pas, racontaient une autre histoire. « Montrez-moi tout. » Je lui ai tout montré. Les emails, les enregistrements, les surfacturations, les connexions politiques. Elle a écouté pendant 2 heures sans m'interrompre. Puis elle a retiré ses lunettes, les a posées sur le bureau et m'a regardé. Ariane, j'ai vécu exactement ça. Pas chez Garonne Énergie, chez un équipementier automobile, il y a 12 ans. Placardisé après avoir signalé des malversations. On m'a traité d'hystérique. J'ai quitté l'entreprise, j'ai fait mon droit.
et je me suis juré de défendre celle qui reste debout. Elle a accepté de me représenter pro bono. En échange, elle ne demandait qu'une chose, qu'on aille jusqu'au bout. Pas de transaction, pas de silence, jusqu'au bout. Ensemble, on a construit la stratégie. Clotilde a identifié 3 leviers. Premier levier, la saisine du défenseur des droits pour discrimination systémique. Mon congé maternité, le déménagement au sous-sol, la suppression des accès, tout était horodaté, documenté, en violation flagrante du Code du travail. Deuxième levier, les enregistrements audio, admissibles en justice, qui prouvaient la concertation entre les 4 directeurs. Troisième levier, et c'est là que tout a basculé, la clause oubliée. Dans les statuts fondateurs de Garonne Énergie, signés en 1997, il existait un article 14 bis, rédigé par le premier avocat de la société, un vieux civiliste bordelais qui croyait encore aux contre-pouvoirs internes. Cet article stipulait que l'auditeur interne en chef disposait d'un droit d'accès irrévocable à l'ensemble des documents de la société, y compris les procès-verbaux du conseil d'administration, et que toute restriction de ce droit sans vote unanime du conseil constituait une faute de gouvernance exposant personnellement les dirigeants. Personne n'avait jamais lu cet article. Personne ne l'avait abrogé. Il dormait dans le serveur d'archives, au milieu des actes notariés, comme une mine posée en 1997 qui attendait son heure. Frédéric avait supprimé mes accès sans vote du conseil. Rémi avait validé. Patrick et Sébastien étaient co-signataires de la note interne. 4 signatures. 4 fautes de gouvernance personnelle. J'ai quitté Garonne Énergie fin août 2005, licenciement pour inadaptation au poste. L'ultime ironie. Frédéric m'a tendu la lettre avec son sourire de papier glacé. Je l'ai signée sans un mot. En sortant, j'ai respiré l'air brûlant de Bordeaux, l'odeur des quais, vases, pierres chaudes, diesel des péniches, et j'ai senti un poids tomber de mes épaules. De l'extérieur, la liberté est totale. En septembre, Clotilde a déposé simultanément 3 actions. La saisine du défenseur des droits, une plainte pénale pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux auprès du parquet de Bordeaux, et une assignation au prud'homme pour licenciement discriminatoire. L'email, celui du 14 mars 2004, le smiley jaune, les 3 lignes qui résumaient des millions d'euros de fraude, a été versé au dossier pénal. Les enregistrements audio aussi. Le 12 octobre 2005, j'ai été convoqué pour une audience préliminaire au tribunal de grande instance de Bordeaux. Garonne Énergie avait dépêché 3 avocats d'affaires parisiens. Costume anthracite, attaché case en cuir, l'odeur du pouvoir et de l'argent facile. Clotilde est arrivée seule, son dossier sous le bras, ses lunettes rondes sur le nez. La salle d'audience sentait le bois ciré et la poussière. Le greffier a toussé. Clotilde a demandé la parole. Elle a commencé par l'article 14 bis. Les avocats de Garonne Énergie ont blêmi. L'un d'eux a feuilleté frénétiquement ses documents. Il n'avait pas le texte. Il ne l'avait jamais lu. Personne ne l'avait lu. Puis Clotilde a sorti le dictaphone. Avec l'autorisation du tribunal, je souhaite faire écouter 3 enregistrements. Le premier, Rémi, sa voix onctueuse, son ton paternaliste. Le sous-sol, c'est temporaire, Ariane, le temps que tu retrouves tes marques après ta petite pause. Le juge a levé un sourcil. Le deuxième, Patrick et Sébastien au téléphone. Le ricanement de Patrick, gras, satisfait. Elle va finir par comprendre et partir, comme l'autre, la kermiche. Le silence dans la salle, le greffier a cessé de taper. Le troisième, Frédéric, en entretien RH, la voix douce comme du velours empoisonné. Votre attitude défensive est préoccupante, Ariane. On s'inquiète pour vous. Peut-être qu'un suivi psychologique. La phrase restait en suspens, obscène dans sa fausse bienveillance. Clotilde a refermé le dictaphone avec un clic sec. Ce clic, métal contre plastique, a résonné dans la salle comme un verdict. Puis elle a projeté l'email. Le smiley jaune est apparu sur l'écran du tribunal, pixelisé, grotesque, obscène. Pas de traces papier, suivi des relevés bancaires de la filiale chypriote, des contrats surfacturés, des flux financiers qui menaient au cabinet du député de Gironde. Les avocats parisiens ont demandé une suspension d'audience. Le juge a refusé. C'est à ce moment que j'ai regardé Rémi,
Il était assis au 3e rang, derrière ses avocats. Son costume Hugo Boss était impeccable. Mais ses mains tremblaient. Il cherchait du regard Patrick, Sébastien, Frédéric. Patrick fixait le plafond, la mâchoire serrée, un homme qui calcule déjà à sa sortie. Sébastien avait perdu toute couleur, blanc comme les néons du sous-sol où il m'avait envoyé. Et Frédéric souriait encore. Mais c'était le sourire figé d'un homme qui comprend que son silence complice vient de devenir une complicité tout court. La lâcheté de Rémi, celle que j'avais toujours sentie sous le vernis, est apparue en pleine lumière. Face au danger réel, il n'a pas défendu ses alliés. Il a demandé à parler au juge en privé. Il voulait négocier. Trahir les 3 autres en échange d'une réduction de peine. Le juge a noté sa demande sans expression. En sortant du tribunal, l'air de Bordeaux sentait les feuilles de vigne et le fleuve. Octobre doré. Mes mains tremblaient, pas de peur, de soulagement. Cette vibration dans les doigts, ce relâchement de chaque muscle que tu ne savais même pas contracter depuis des mois. Tu as déjà de la chance d'être là, non ? Non, Rémi, je n'ai pas de la chance. J'ai 9 ans de travail, 3 clés USB et une avocate qui ne lâche rien. Les semaines suivantes ont ressemblé à une avalanche au ralenti. Le défenseur des droits a ouvert une enquête pour discrimination systémique. Le parquet de Bordeaux a élargi l'instruction aux connexions politiques. Le député a été entendu en novembre. Les Échos ont publié un article en décembre. Garonne Énergie, l'auditrice interne qui a fait tomber le COMEX. Mediapart a suivi avec les contrats publics. Rémi a été suspendu de ses fonctions, puis licencié pour faute lourde en janvier 2006. Patrick a pris sa retraite anticipée, officiellement pour raison de santé. Sébastien a démissionné avant d'être poussé, emportant son Mont Blanc et sa lâcheté dans un cabinet de conseil obscur. Frédéric est resté le plus longtemps. Le silence est une compétence transférable. Il a été rattrapé par l'enquête pénale en mars. Son sourire de papier glacé s'est enfin froissé. Les collègues qui avaient relayé les rumeurs se sont tus. Ceux qui étaient venus me voir au sous-sol, Sylvie, l'ingénieur de Blaye, l'assistante de direction, ont témoigné. Leurs dépositions ont été versées au dossier. Le marché a réagi. Les contrats publics de Garonne Énergie ont été gelés. Les clients industriels ont commencé à chercher ailleurs. Le cours de l'action, ces fameuses stock options que Sébastien avait antidatées, s'est effondré de 40% en 6 semaines. Et moi, j'ai fondé mon cabinet. Ferrand et Belkacem Audit, avec Clotilde comme associée juridique. On s'est installé rue du Pas Saint-Georges, dans un immeuble en pierre blonde qui sentait le bois et la cire d'abeille. Pas d'open space vitré, pas de lieutenant servile. Une table ronde, 6 chaises et une règle affichée au mur. On audite tout, même ceux qui payent. En 6 mois, 3 anciens clients de Garonne Énergie nous ont confié leurs audits. Les meilleurs ingénieurs de l'entreprise, ceux que le système avait broyés sans les casser, sont venus nous rejoindre. Sylvie a quitté son poste de comptable pour devenir notre directrice financière. L'ingénieur de Blaye est devenu responsable des audits de site. J'ai retrouvé Nadia Kermiche. 3 ans après son départ de Garonne Énergie, elle travaillait dans un bureau d'études à Pessac, sous-payé, invisible. Je lui ai proposé de diriger notre pôle environnemental. Elle a pleuré au téléphone. Pas de tristesse, de cette rage ancienne qui se transforme enfin en quelque chose d'utile. L'été suivant, en 2006, j'ai reçu un email, pas celui du 14 mars 2004, un nouveau, envoyé depuis une adresse personnelle que je connaissais bien, Rémi Darcourt. Objet, sans objet. Corps du message, tu avais raison, pas de smiley cette fois. Je n'ai pas répondu. Depuis la terrasse de notre bureau, je vois les vignobles qui ondulent au-delà des toits de Bordeaux. La chaleur de juillet fait trembler l'air au-dessus des tuiles. L'odeur du café frais, pas du Nespresso tiède, du vrai café, moulu le matin, flotte dans la pièce. J'ai appris quelque chose dans ce sous-sol. Ce n'est pas la chance qui t'assoit à la table, c'est le travail. Et quand il te retire la chaise, tu construis ta propre table. Je n'ai pas eu de la chance d'être là. J'ai eu le courage de ne pas en partir.